on est l'espoir. Et pas seulement le dire, mais on est l'espoir de ce pays. On est le seul à pouvoir faire quoi que ce soit pour ce pays, comme on a toujours été les seuls à faire quelque chose de grandiose pour ce pays. C'est les Haïtiens qui ont toujours fait ce qu'il y a de bon pour ce pays. Honneur, respect. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette formule-là. Merci de vous joindre à moi, à nous, pour ce moment d'échange. Comme vous avez vu, j'ai le sourire jusqu'au fond, jusqu'à l'arrière, car je rencontre une autre personne formidable, un invité assez remarquable, un invité qui m'a vraiment inspiré dans son travail, dans son militantisme à travers les médias sociaux. C'est un juriste, c'est aussi un musicien. On va parler un petit peu de son travail et de ce qui l'a animé à être ce qu'il est actuellement et comment il fait pour continuer d'inspirer les frères, les sœurs à travers le monde. Donc, on va rencontrer aujourd'hui Yenny Ferdinand, connu sous le nom de Yenny Djalamoun sur les médias sociaux. C'est un homme optimiste, vous allez voir, nationaliste, qui se dit aussi radical. En tout cas, on en a beaucoup à se dire et on vous invite à rester vraiment coaché devant votre écran pour ce petit moment de bonheur. Alors, comme je le fais avec tous mes invités, je vais vous demander, n'est-ce pas, je peux vous tutoyer et quel nom que vous voulez bien que j'utilise pour cet entretien? Évidemment, on peut se tutoyer, je pense. D'accord. Alors, en intro, j'ai bien mentionné que tu es un militant. Et d'ailleurs, moi, je t'ai connu en fonction de ça, de ton militantisme sur les médias sociaux et aussi parce que tu es le secrétaire général de ARL et TOY. Avant qu'on aille vraiment dans cet entretien-là, j'aimerais que tu nous dises déjà c'est quoi ARL, TOY, c'est quoi sa mission et son objectif. Alors, je suis Yenny Ferdinand, Yenny Djalamoun sur les réseaux. Le mouvement ARL, c'est Mouvement Agriculture, Reboisement, Élevage. On dit en créole, agriculture, reboisement, élevage. Donc, c'est effectivement un mouvement citoyen que Maîtresse Toya a lancé. Je suis le secrétaire général. Je dis Maîtresse Toya, c'est la jeune femme que vous connaissez, Martine Fébé, Maîtresse Toya. L'autre mouvement, c'est Toya. On dit toujours que nous autres, au niveau de vie, on est ce qu'on appelle les trois paroles. On pratique, on applique ce qu'on appelle les trois paroles. Ça veut dire que Toya, c'est un peu la pensée, c'est toute cette partie-là, c'est la pensée. Le mouvement ARL, c'est l'action. Il faut souvent, dans notre société, les gens accordent peu d'attention à ceux qui parlent. Ils accordent beaucoup plus de l'attitude aux gens qui agissent. Donc c'est pour ça que nous, on se définit comme étant des activistes. Justement, le mouvement Toy ARL, si vous voulez. Donc ces mouvements-là, justement, veulent prendre le contre-pied de tout ce qui se fait généralement dans le pays. Et évidemment, comme tu l'as mentionné en préambule, je suis très appliqué et attaché à la chose haïtienne. Donc, c'est pour ça qu'on est très impliqué pour essayer de faire vivre enfin à ce peuple ce bien-être collectif dont les pères de la nation, Dessalines et Toussaint ou les autres, voulaient absolument pour ce peuple. Donc, c'est en gros le travail qu'on fait à travers le mouvement Toy ARL, mouvement ARL et Toy A, dont je suis le secrétaire général. Et je vais en passant vous encourager à les suivre, à les supporter parce que c'est un travail remarquable. Et je vais vous dire très sincèrement, dans la Constitution 1805, la Constitution impériale de 1805, les pères et les mères de la nation ont accordé énormément d'importance à l'agriculture parce qu'ils savaient que c'est de là que l'indépendance pourrait se maintenir. Car si on n'a plus la capacité de se donner à manger soi-même, ben, on est obligé de quémander. Alors, un mouvement à supporter vraiment de près et de très près. Il ne faut pas oublier qu'on nous a dit pendant longtemps qu'Haïti était un pays essentiellement agricole. Essentiellement agricole. Le mot n'est pas galvaudé, le mot n'a pas été utilisé au hasard. Donc justement, et malheureusement, au fil des générations, on a tendance à oublier cette portée, je dirais, essentialiste de ce terme parce qu'ils ont bien précisé, ils ont dit essentiellement agricole.
Mhm. Donc, on comptait même pas sur l'aide extérieure. Ces mots-là, ces vocabulaires-là n'existaient pas dans le vocabulaire de l'homme haïtien de 1805 ou l'homme haïtien tout court. C'est-à-dire Mhm. cette affaire de quémander ou d'espérer l'aide extérieure, etc. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est justement la raison pour laquelle ils ont insisté et ils ont précisé que nous sommes un pays essentiellement agricole. Et de nos jours, on prend tous ceux qui ont été formés par ce pays à l'école nationale, entre guillemets, que ce soit les écoles, les universités, ben, il n'y a plus personne qui pense agriculture. Il n'y a plus personne qui pense environnement, il n'y a plus personne qui pense quoi que ce soit qui soit vraiment quelque chose d'essentiel où les pères de la nation ont bien pensé. On nous parle d'industrialisation, mais on oublie l'agriculture. On nous parle de technologie, on oublie l'agriculture. Donc, du coup, ben voilà, on est en train de tourner en rond et le pays devient maintenant quasi dépendant de l'aide De extérieure, tout. etc. Mhm. De tout, en De effet. tout. Ouais, parce que finalement, c'est comme Pierre qui roule n'amasse pas mousse, on est partout, mais nulle part finalement. Nulle part, nulle part. Yéni, pourquoi utiliser le Jalamoun? Qu'est-ce que ça veut dire? J'adore cette question, franchement. Félicitations parce que souvent, les gens me disent, mais Dja, est-ce que Dja, c'est comme les Rastas, comme j'ai les cheveux longs, Mhm. est-ce que tu es Rastaman? Parce que généralement, les Rastaman, quand ils parlent De de Dja? Dieu, ils parlent de Dja. J'ai dit Mhm. non, pas du tout. Mais Dja Lamoun, c'est l'anagramme d'Aloumandia. Tu vois d'où ça vient? Donc, c'est Mhm. l'Aloumandia. Quand on inverse un peu Aloumandia, ça donne Dja Lamoun. Jalamoun. Pourquoi? Parce que Djalamoun et Alumandja, c'est le nom vaillant de Dessalines. C'est-à-dire, moi, comme Dessalines, c'est le seul idole que j'ai. Donc, évidemment, si je m'appelais Dessalines, tout le monde allait comprendre. Donc, du coup, j'ai préféré utiliser son nom. J'ai préféré utiliser son nom de combat, son nom vaillant, comme on dit chez nous. Donc, voilà, c'est pour cette raison que je porte fièrement ce nom, parce que quand on parle d'homme, pour moi, Dessalines, c'est l'homme avant tout. Moi, c'est mon seul idole, comme je l'ai dit souvent. Mhm. C'est mon seul idole parce que c'est l'homme qui a fait de nous qui on est et qui Mhm. nous a légué cette terre et qui a libéré, pour moi, il a libéré l'homme noir. Donc c'est pour ça que je porte fièrement ce nom Djalam. Alors, c'est bien, hein. J'ai pris toute la précaution de dire c'est quoi ton vrai nom parce que en Exactement. Haïti, il y a cette idée que si on se nomme nous-mêmes, on dirait que c'est pas le vrai nom, il faut avoir le nom colonial pour avoir le nom, le vrai nom, en tout cas. Ali Bobo. Donc, je voulais vraiment comprendre, et ça, je pense que pour beaucoup d'Haïtiens, ils vont comprendre aussi, parce que Alomandia est un loi aussi. Bon, on ne va pas entrer dedans. Ce serait pour notre foi d'ailleurs. Alors, Yémi, tu as grandi à Haïti, n'est-ce pas? Ouais. Comment c'était de cette période-là à Haïti, quand tu grandissais? Est-ce que tu avais déjà cette impression ou cette envie d'être là pour les autres, d'aider et d'être la voix aussi des sans-voix, parce que d'une façon ou d'une autre, tu l'es et on va le voir un peu plus tard durant notre échange. D'accord. J'ai l'impression que depuis que je suis gamin, je suis habité par cette âme de combattant. Pourquoi? Parce que, est-ce que je peux même dire c'est combattant? Comment dire? Je hais de tout mon être, de tout mon corps, de toutes mes forces, l'injustice. Mm. Et j'ai l'impression que je suis né dans la bonne famille. Là où on a grandi, mon grand-père, c'était un notable de la région. Et j'ai bien remarqué que lui, c'était ancré en lui, de s'impliquer, d'être là pour les autres, etc. Donc j'ai grandi dans cette famille-là. J'ai grandi dans cette famille, que ce soit du côté de mon père, avec mon grand-père paternel, ou le reste de la famille, que ce soit avec ma mère, qui a toujours le cœur sur la main, qui est toujours en train d'aider les gens, tout et tout. Et d'autant plus, nous, on peut dire qu'on avait de la chance, on avait les membres de notre famille qui étaient présents, on a papa, maman, on a le grand-père, on a tout le monde qui était là. Mais en même temps, lorsqu'on est gamin et qu'on va à l'école, on se rend compte vite fait qu'on vit dans un pays où tout le monde n'a pas la chance que tu as. Et ça, j'étais constant le plus tôt possible, je crois. Et je me mettais souvent avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mhm. Dans ma tête, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus mature que les enfants de mon âge, parce que quand Mhm. j'entendais mon grand-père parler, j'entendais de la poésie. Tu Mhm. vois, mon grand-père, quand il parle, il parle pas le même créole que nous, et c'est très imagé. Il y a Mhm. beaucoup de métaphores, il y a pas mal de paraboles dans son langage, et moi, j'aimais ce langage-là. Et la plupart de mes textes, je peux dire, sont inspirés de ce langage-là, du langage de mon grand-père et de ses amis. Lorsqu'on les entendait parler, je ne sais pas si c'était pour ne pas pour ne pas éveiller des soupçons chez nous autres qui étions des gamins, mais Mhm. c'était leur manière de parler, c'était codé
c'était un langage assez codifié et très et métaphorique aussi. Coloré. Mhm. Exactement. Et moi, j'aimais ça. C'est pour ça que même encore maintenant, dans mes textes, par exemple, même ma mère me dit, mais toi, définitivement, tu es plus âgé que moi. Parce que tu utilises un langage ou des mots en créole que même moi, je ne connais pas. J'ai dit, mais justement, parce que j'ai traîné avec mon grand-père qui utilisait des mots comme ça, qui fait que moi, lorsque je parle créole ou j'utilise notre langue, eh ben justement, c'est très enrichissant parce que quand j'écris, au lieu de dire des mots que tout le monde répète, je me dis comment mon grand-père aurait dit. Mon grand-père l'aurait dit autrement. Donc voilà, il Mhm. y a tout ça aussi. Évidemment, lorsqu'on a grandi dans les années 90, avec tout ce qu'il y a eu dans notre pays, tous ces problèmes qu'on a eu, des coups d'État, on voit l'injustice sociale parce que dans certains pays, ils ont besoin d'aller peut-être à l'école ou à l'université pour voir. Ils ont besoin Mhm. peut-être de suivre des débats télévisés pour comprendre ce que c'est l'injustice sociale. Mais en Haïti, on le vit au jour le jour. On le perçoit. C'est quelque chose de perceptible. Donc évidemment, tout de suite, ça éveille quelque chose chez l'enfant work-law, comme on dit chez nous, chez l'enfant un peu Turbulent. turbulent, très curieux de la vie, mais curieux dans le Mhm. sens, je dirais, noble du terme, à savoir comprendre les choses et surtout questionner, à poser des questions aux plus âgés, de sorte que voilà, que je comprenne. Parce que moi, j'avais un souci et encore maintenant, j'ai toujours ce souci, c'est de comprendre. C'est Mhm. tout ça qui m'a forgé, en fait, je dirais. Est-ce que c'est ça qui t'a amené vers la musique à un moment donné ou vers le droit? Parce que tu as fait deux professions, deux métiers qui, d'une façon ou une autre, peut porter la voix des autres. Est-ce que c'est Exact. le cas? C'est exactement. J'ai eu mon grand-père qui était un notable dans notre région à Cabaret. En grandissant, j'étais peut-être en petite classe, là, en classe primaire. J'ai eu mon oncle aussi qui était juge pendant près de 30 ans dans la commune de Cabaret. Et moi, c'est mon oncle qui m'a passé cette passion, qui m'a transmis, je dirais, cette passion du droit. Bon, évidemment, en mon bon tilanding, comme on dit chez nous, on porte notre tout, évidemment. J'aime discuter, j'aime débattre. On m'appelait toujours l'avocat. Avocat impossible, avocat impossible. Donc, du coup, je discutais avec tout le monde. Je débattais avec tout le monde, que ce soit mon grand-père, les personnes âgées, mes parents. Je discutais avec tout le monde de tout et de rien. Et en plus de ça, j'ai eu mon oncle qui était juge de paix. Alors, j'allais au tribunal avec lui, je regardais ce qu'il faisait. Il m'a transmis cette passion. Je vois, c'est un homme très respecté. Et moi, j'avais ce souci aussi de respectabilité. Parce que j'ai Mhm. grandi avec des gens, que ce soit ma mère, que ce soit mon grand-père ou mon oncle ou même mes parents. J'ai vu que c'était des gens que la population, la communauté respectait. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. C'est-à-dire Mhm. cette forme de respectabilité. Pas une forme de starification de quoi que ce soit, mais de la respectabilité. Donc, Mhm. du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a poussé un peu à faire ça. Et la musique, évidemment, lorsqu'on grandit dans un pays comme Haïti, où on a tous ces rythmes, on est le pays, un des pays avec le Brésil qui a le plus de rythmes en plus, à cause de, évidemment, de notre histoire, tous ces tribus, tous ces Africains qui arrivent de ce bout d'île, évidemment, on a charrié avec nous nos musiques, tout ça. Donc, ça fait de nous ce pays-là richissime culturellement. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la musique. Donc, j'ai grandi en écoutant de la musique et je savais même pas qu'au sein de ma famille, du côté paternel, qu'ils avaient un groupe de musique. Donc, moi, je savais même pas qu'on a aimé autant. J'ai un cousin aussi qui est musicien. Je ne sais pas pourquoi on a aimé autant la musique. Après, je me rends compte, c'est pas seulement le fait d'avoir écouté ou d'avoir grandi en écoutant de la musique de nos parents, de nos grands-parents. Moi, j'ai grandi avec ma mère en écoutant que ce soit Joe Jacques, que ce soit Orchestre El Saye, que ce soit, comment ça s'appelle, et Jazz des Jeunes, Tropicana. Ghana, 70. Donc, on est imbibé de rythme, on est imbibé de musique, d'art, de poésie. On a tout ça chez nous. Donc, ça fait que quand on grandit comme ça, on écoute tout le temps, on entend tout le temps la musique, on danse, et il y a maman qui te prend tout le temps pour danser, tu et tout, évidemment. Ça, il laisse aussi des traces. Et puis, on est un peu placé, comme je l'ai dit avant, on est très, 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 très musical, très culturel. On est immensément riche culturellement et on n'a même pas encore exploré ne serait-ce que 10% de notre richesse culturelle. Et là, je parle seulement de la musique. C'est même Mhm. pas, je Oui, parle même pas du reste. l'écriture et d'autres choses. Oui. Mais quel genre musical que tu as préféré, même en ayant toutes ces cultures autour, ou ces rythmes, ou ces expressions culturelles? Quel type de musique qui
t'a le plus entraîné vers la musique? J'ai l'impression que j'ai quasiment tout écouté. Donc, on écoutait évidemment la musique de nos parents, à savoir, comme je t'ai dit plus haut, donc jazz des jeunes, tout ça, bossa combo, tabou, etc. Tout ce qui était musical. Mais en grandissant, c'était l'époque de aussi ce qu'on appelle la ranchera. Donc, on écoute la musique latine, je dirais. Qu'en grandissant, on avait ranchera, on avait bachata, on a merengue, on a tous ces styles Salsa, musicaux salsa qui est arrivé un peu rumba. plus tard. Oui, oui, tout ça, et la rumba, etc. Et là, je ne parle même pas de la rumba congolaise que maintenant qu'on écoute, mais surtout de la rumba latine. Et toutes ces musiques, évidemment, est arrivé. Moi, je suis la génération du hip-hop, du rap aussi. Tout ça nous a enrichis. Moi, personnellement, tout ça m'a enrichi. Et ça fait que le jazz, beaucoup plus tard, c'est-à-dire j'ai découvert le jazz beaucoup plus tard. Ça, c'est moi, en tant que jeune homme, qui va découvrir des saxophonistes de légende, etc. Miles Mais Davis. ah oui, 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 voilà, Miles Davis pour la trompette, on a ouf, c'est Bird, etc., tous ces noms-là. Une panoplie. Exactement. Donc tout ça m'a enrichi. Mais c'est vrai que si je devais choisir un genre musical, je dirais que c'est un genre musical qu'on n'a pas encore inventé en Haïti, c'est-à-dire c'est un mix de tout ça. Donc c'est-à-dire il y avait des groupes un temps en Haïti qui faisaient un peu ça. Il y a un saxophoniste extraordinaire qui s'appelle Thiogo Théodat qui a fait un travail comme ça, qui a joué, je crois, je ne sais plus si c'était Vodula ou un autre groupe, un des groupes, je dirais, pionniers du mouvement Racine en Haïti, ce qu'on appelle le mouvement Racine. Après, il y a eu d'autres. Mais disons que ça serait un mix, une espèce de mix de toutes ces musiques-là. Parce que j'ai du mal à choisir entre la musique qu'on appelle la musique Racine, parce que même le compas, je l'ai écrit dans un texte, que le compas, pour moi, c'est rien d'autre qu'un rara de salon. C'est-à-dire, c'est la musique de la rue que Nemou tout a pris et qu'il a travaillé là-dessus et qu'il a modernisé en ajoutant des instruments, notamment le saxophone, etc. Mais la base rythmique, quelque part, c'est un peu la même chose. Si on ralentit un rara, on ralentit un rara, c'est le compas. C'est le compas. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est pour cette raison que j'appelle cette musique le compas un rara salon. Parce que voilà. Le rara, on ne peut pas jouer ça dans les salons, donc le compas, on peut. Mais ça serait vraiment une sorte de mix de toutes ces musiques-là et une espèce de melting pot de tout ça. Parce que vraiment, on est tellement riche que j'ai du mal à choisir un rythme. Évidemment, je les aime vraiment. Mais je t'écoute et je me dis, est-ce que toi, tu as pu vivre toute cette montée de la musique racine? Pourquoi on en parle? Parce que je pense que toi, tu as quand même eu quelques modèles en termes de militantisme. Et je sais qu'en Haïti, dans les années fin 80-90, on a eu vraiment cette montée de la musique racine, comme on appelle, qui est une musique traditionnelle, mais modernisée avec d'autres instruments et tout ça. Et il y a plusieurs chefs de file. Je ne veux pas offusquer qui que ce soit en les oubliant, donc je ne nommerai pas ces personnes-là, parce que la liste n'est pas vraiment bien établie dans ma tête actuellement. Alors, est-ce que tu as vécu cette période-là pour justement commencer à faire du militantisme vraiment actif? Parce que je sais que plusieurs personnes de ta génération, de plusieurs autres générations qui ont suivi, ont eu comme toile de fond et comme élément de départ avec ce mouvement Racine. Est-ce que ça a été le cas pour toi? C'est exactement le cas. Évidemment, j'ai grandi dans les années 90. Lorsqu'on grandit dans les années 90, il y a eu cette mouvance de la musique racine, notamment avec beaucoup d'expérience. Il y avait des groupes avant, comme je l'ai dit, qui ont fait un travail, et puis Bookman est arrivé, et puis boum, ça a fait un grand boom. Et évidemment, ça nous a accompagnés. Mais avant même cette mouvance, il y avait aussi des chanteuses ou des chanteurs ou des artistes de manière générale, qu'on appelait des artistes engagés, notamment Manu Chalman, que j'écoutais et que je Carole de trouvais pour moi, Mesmer, il y a eu plusieurs. ah ben oui, Carole de Beethoven Mesmer, Aoba. ces femmes-là aussi qui ont fait un travail extraordinaire, et Fédi à la guerre. Donc j'écoutais, c'était petit aussi. Donc évidemment, quand on entend Elle est la libérée, Haïti va belle, ou du moins ce Mano son-là, Chalmagne, oui, oui. voilà. Donc tout ça, évidemment, a eu un effet, en fait, une influence, je dirais même, sur moi, parce que ça fait qu'on a eu des modèles. On a eu des modèles de militants, des gens qui écrivaient des textes, mais waouh, j'étais là, je dis, oh. Et en plus, Manu Chalmagne, ce que j'aimais particulièrement chez Manu Chalmagne, avec Ansi de Rose, c'est un des tout grands mélodistes, en fait. Parce que les mélodies de Manu Chalmagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, on ne met pas assez l'accent, on met l'accent sur les textes, on met l'accent sur le militant, on met l'accent sur le guitariste, le musicien qu'il est, compositeur, tout ce que vous voulez. Mais
mais on ne met pas assez l'accent sur le mélodiste qu'il est. C'est un excellent mélodiste. Pour moi, il y a lui et Hansi De Rose, il y a Daniel Larivière de Tropicana. Ces gars-là sont des génies. C'est des génies musicaux. Donc, évidemment, il y a eu aussi la période des gens comme Sidon Joseph qui ont écrit des textes qui étaient assez prenants, je dirais. Quand on est adolescent, on entend des textes comme ça, on dit « Waouh !» Ils m'ont influencé à la fois pour le militantisme et ils m'ont influencé aussi dans ma façon d'écrire. Parce que je dis toujours aux gens, ça serait de la paresse intellectuelle lorsque quelqu'un comme moi qui a grandi dans ces années-là, et que tu vas écrire ti chéri, ti doudou, patati patata, des paroles. On est plus exigeant, on sait c'est quoi l'écriture. Quand même. On ne peut pas avoir écouté Sidon Joseph, on ne peut pas avoir écouté Emeline Michel pour des textes, des gens comme Bito Vaoba, Mano Charlemagne, etc. Et puis tu vas écrire un texte, ça ne veut rien dire. Ouais, voilà, je t'ai croisé là, tu m'as fait pleurer, tatati patata. Non, quand même. On ne peut pas se permettre. Donc, du coup, généralement, ceux qui me côtoient me disent « Ouais, bon, toi, on sait que tu es un peu snob. » C'est du snobisme intellectuel. Souvent, ils me disent « Je dis non, c'est pas ça. » J'exige d'un pays ou d'un Haïtien, notamment, lorsque tu sors d'un pays comme Haïti, tu ne peux pas te permettre d'être médiocre. Je ne supporte pas ça. Ni chez les artistes, ni chez l'homme politique, ni chez le musicien, le peintre, peu importe. On ne peut pas être haïtien et être médiocre. Et c'est justement ce qu'on vit actuellement. Parce qu'on vit dans une espèce de médiocratie qui fait que, voilà, ce sont les médiocres qui sont au pouvoir. C'est le règne des sans-gêne, le règne des médiocres, qui fait que, voilà, on se retrouve avec ce pays-là. Mais imaginez, on est un tout petit pays de 12 millions d'habitants qui a donné autant à l'humanité. Pas seulement à Haïti. Souvent, on a tendance à l'oublier. Qui a donné autant à l'humanité. Qui a donné Dessalines à l'humanité. Tous ces, qui a donné tous ces grands. Anténon Firmin, Jean Price-Mas. On ne peut pas être médiocre. On ne peut pas écrire en Haïti. Si on décide d'être écrivain, mais on ne peut pas être médiocre. Si on veut être musicien, on ne peut pas être au pays d'Hansi De Rose et être médiocre comme musicien. On ne peut pas se laisser sombrer dans la facilité. On n'a pas le droit. Ça, j'appelle ça des crimes culturels. Lorsque j'entends certaines chansons, moi, ce sont des choses qui m'attristent vraiment. Mais ça me touche au plus profond de mon être. Parce qu'on ne peut pas être haïtien et se réduire à écrire des choses ou à faire des choses qui soient complètement mais à côté de la plaque. Donc, du coup, lorsque j'entends certaines choses, moi, j'ai une exigence. J'ai une exigence avec moi-même. Je suis d'abord quelqu'un qui est très exigeant. Je suis très, très exigeant avec moi-même. Donc, j'exige aussi la même chose des autres. Tu ne peux pas te permettre d'écrire ça. Moi, j'ai un jeune frère qui a écrit un livre, qui me l'a envoyé pour corriger. Je lui dis, mais tu veux quelle version? La version honnête ou la version, genre, je te dis ce que tu as envie d'entendre? J'ai dit, mais non, frère, tu ne peux pas. Il m'a dit, ah, comment ça? Je dis, mais non, tu ne peux pas. On va t'arrêter. J'ai dit, mais non, mon frère, tu ne peux pas. C'est vrai, j'étais très sérieux. Il a rigolé. Il m'a dit, oh, t'es dur. J'ai dit, non, je ne suis pas dur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vouloir écrire en tant qu'Haïtien lorsqu'on connaît la flopée de grands écrivains qu'on a dans ce pays, qu'on a connus dans ce pays. Et toi, tu vas m'écrire un truc, on dirait un gamin de 6e, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, je suis là-dessus. C'est pour ça que je suis, beaucoup peuvent trouver que je suis très dur ou difficile, très difficile, parce que je me dis non, si c'est pour faire n'importe quoi, autant ne rien faire du tout. Parce que du n'importe quoi, on en a à reprendre. Ah ben oui, on ne veut pas avoir d'autres qui vont arriver avec des choses mais complètement tellement légères. Je me dis, mais non, quand même. Donc là-dessus, ces artistes-là m'ont beaucoup inspiré et je m'inspire encore d'eux. Aujourd'hui, j'écoute pas mal de musique, je lis certaines choses et évidemment, quand on entend ça, on voit toute la poésie qu'il y a là-dedans. On est là, on dit, ah ouais, quand même. Donc, je suis obligé d'essayer d'arriver à leur niveau. Mais on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Là, on va entrer vraiment dans le nœud du militantisme. Là, la musique, Racine, ce mouvement-là plutôt qui nous amène vers une meilleure compréhension de la chose sociale, parce que beaucoup d'entre nous vivaient, comme tu as dit, on est jeune, il y a certains soucis qu'on n'a pas, on ne comprend pas tout à fait la réalité haïtienne, et certains parents qui avaient quelques possibilités vont embellir
certaines réalités en Haïti. La musique, Racine va faire en sorte qu'on va mettre les choses sur la table. On met nu la société, on sait de quoi il s'agit, on comprend qu'il y a toujours eu des mains de l'extérieur qui influencent la politique interne. Finalement, il y a un brassage et beaucoup de jeunes vont se mettre là et dedans, dans le mouvement, vont avoir un militantisme actif en Haïti, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Et tu pars. Est-ce que tu as continué le militantisme malgré le départ ou est-ce que le fait de voyager a accentué d'ailleurs le désir de te battre pour Haïti, pour les Haïtiens qui se retrouvent de partout où tu les côtoies, etc., ou les Noirs en général? Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelait le mouvement Racine à l'époque, dans les années 90. Évidemment, ça a créé quelque chose. C'était une espèce d'onde de choc lorsqu'on a entendu cette musique-là qui nous prend dans les tripes et qu'on est là, on est waouh! C'était vraiment quelque chose. C'est une grosse claque, je pense, qu'on a pris, mais de manière positive. Hein. Ça a fait quelque chose chez nous lorsqu'on entend notamment le son Qu'aime pas sauter de Boukman, notamment le fameux carnaval, tout ça. Et ça a permis aussi, comment dire, de secouer un peu le cocotier et de dire aux gens, voilà, vous qui vivez dans une espèce de déni d'identité, parce que c'est pas que l'haïtien ne sait pas qui il est, c'est tout simplement l'haïtien ne veut pas admettre qui il est. C'est deux choses complètement différentes. Nous vivons dans une espèce de déni d'identité où on rejette tout ce qu'on est, c'est-à-dire notre langue, notre culture de manière générale, etc. Et lorsqu'on voit ces jeunes hommes-là qui arrivent et qui acceptent qui ils sont et qui chantent qui ils sont, qui le manifestent à travers la musique, etc., on dit, ah, alors là, moi, j'ai aucune raison de ne pas embrasser qui je suis. Parce que notamment, ces gens-là l'assument. Alors si eux, ils sont capables d'assumer avec toutes les difficultés qu'on connaît, avec tout le mépris qu'on connaît, et nous, on est qui pour pas les suivre? Et notamment, la musique qui nous prend au trip, exactement, on a aussi le message qu'ils envoient. Parce qu'il faut, il faut noter aussi le message. Parce que quand l'autre te dit dans sa musique là que moi, pas j'aime oublier, ils Première ont des... fois, Voilà. En fait, il parle de cette espèce d'enfermement, de cette espèce de prison dans laquelle on a enfermé, on a voulu enfermer l'âme haïtienne. Je ne parle même pas seulement de la musique ou du vaudou, mais c'est de l'âme haïtienne qu'il s'agit. Pendant longtemps, enfermé, on a longtemps séquestré et qui fait que voilà, on a du mal à être nous-mêmes, à accepter qui on est. Et même pas qu'on ne sait pas, on le sait qui on est, mais on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'accepter parce que justement, on nous a appris à rejeter, on nous a appris à nous cracher dessus, on nous a appris à nous détester. On l'a fait à l'école, la société l'a continué, on le fait au boulot, on le fait partout. Et même dans l'art, peu importe la forme d'art qu'on pratique, on le fait aussi. Quelqu'un qui écrit un bouquin, c'est quelqu'un de bien, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un de grand. Quelqu'un qui joue les percussions, qui joue le tambour, oh ben lui il est juste bon pour jouer dans les raras, il est bon pour jouer comme on dit dans les péristyles. Donc voilà. Donc même là aussi il y a une espèce de hiérarchisation au niveau culturel. Et c'est quelque chose de très dangereux. Et ça existe encore. Même au sein des musiciens, ils ont leur microcosme là, tout et tout, ils sont entre eux, ils forment leur cercle. Ah, mais voilà, celui-là, on ne le connaît pas, lui, c'est juste un tambourineur, on met ça de côté. Lui, là, il joue de la musique racine, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, en gros, il y a tout ça. Évidemment, ce mouvement-là, à moi, j'étais plus que fier. J'ai dit, waouh, ma génération est capable de produire ça. Ma génération est capable d'assumer qui elle est. Et c'est justement à partir de ce genre de mouvement qu'on va voir une espèce de, je dirais, une espèce de régénérescence de la société haïtienne et que on a pris un coup, on s'est dit, OK, ben voilà, maintenant, on n'a plus le droit de dire qu'on ne sait pas qui on est, on n'a plus le droit de ne pas assumer qui on est. Parce que justement, on est en pleine mondialisation. Plus on est mondialisé, plus on doit être soi-même. Sinon, on va se retrouver une culture qui va être diluée parmi toutes les autres et qu'à la fin, on va finir par perdre notre identité culturelle. Et qui dit identité culturelle dit identité tout court. Parce que l'Occident nous présente cette histoire de mondialisation, on sait très bien dans quel but qu'il nous présente tout ça. On nous présente ça parce qu'ils veulent mettre un gouvernement mondial, etc., tout ça, et on sait c'est pour protéger seulement leurs intérêts. Donc nous, si on ne s'accroche pas à ce qu'on est au plus profond de nous, à ce qu'il y a de plus important, à savoir notre culture,
avec un grand C. Donc, évidemment, on va se perdre. On est déjà perdu parce qu'on a du mal. On a du mal à accepter et que ce genre de mouvement nous a poussé à accepter qui on est, et bien justement, on ne va pas le lâcher. Donc, c'est pour ça que moi, je continue à faire ce travail. Évidemment, tu m'as posé la question par rapport aux pays étrangers. Est-ce que le déplacement m'a fait accentuer ce phénomène chez moi? Moi, je dirais que ça m'a aidé, évidemment, à comprendre un peu plus ce que je comprenais déjà. Et des rencontres que j'ai faites dans ma vie, toutes ces rencontres-là, avec notamment des frères africains, j'ai beaucoup appris, comme j'aime apprendre. J'ai beaucoup appris en côtoyant d'autres gens aussi. J'ai des gens que je connais qui viennent d'Asie, qui viennent que ce soit des Philippines, du Népal, de Chine et d'autres. Donc, ça me permet de comprendre aussi comment le monde fonctionne. Pourquoi le monde fonctionne de cette manière et qu'est-ce qu'il y a de plus important justement en nous en tant qu'être humain. Et on se rend compte que ce qu'on partage le plus, moi je peux le dire largement, je trouve qu'on a plus de choses en commun avec un Indien, et je parle de l'Indien de l'Inde, d'un Népalais qu'un Américain. Ça peut paraître paradoxal, mais quand je vois ceux qui sont hindous, qui pratiquent un hindouisme qui est très très proche du vaudou, et je trouve plus de similarités qu'avec un Américain qui va me parler de je ne sais quoi, etc. Donc tout ça, c'est très, 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 très important. Évidemment, ça a forgé un peu plus ma pensée sur certaines choses et ça m'a rendu plus radical que je l'étais déjà. Lorsqu'après mon départ du pays, je me mets à côtoyer des gens qui me ressemblent un peu idéologiquement, je me dis, ah, je fais le bon choix. J'ai fait le bon choix et justement, ça va me conforter dans l'idée que j'ai de la manière dont nos pays, notamment que ce soit l'Afrique ou Haïti ou les Caraïbes, etc., de la manière dont nos sociétés doivent s'émanciper pour aller à cette autodétermination pour laquelle on se bat depuis quasiment 1791, quoi. Depuis 1791. J'aime bien l'idée de le dire comme ça parce que c'est le cas. On se bat depuis. Oui. Hein. Il y a eu des moments de répit, mais il n'y a pas eu effectivement un moment de pause où on peut se dire ouf, on respire et puis on pense pour nous, on pense à nous. Haïti, c'est ça malheureusement. C'est ce que beaucoup de gens ont voulu que ça soit et ils se battent corps et âme à ce que ça reste ainsi. Et on va peut-être revenir sur autre forme là-dessus. Mais justement, on s'est rendu compte que la jeunesse, on a l'impression que la jeunesse est en dérive. Et ça, c'est pas uniquement en Haïti. Il y a beaucoup de pays où on sent que en fait, il y a une certaine dichotomie. On a l'impression que la jeunesse va vraiment de mal en pire, il n'y a plus rien. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une jeunesse qui se tient debout, qui se battent. Et c'est ce qu'on a pu remarquer en Afrique de l'Ouest, sur le continent Kéboulan. Et on se rend compte aussi qu'il y a une pépinière en Haïti qui se reprenne. Est-ce que, j'aimerais avoir ta lecture là-dessus. Est-ce que, effectivement, il y a ces deux pôles-là? Et si oui, est-ce qu'il y a moyen, selon toi, selon ta lecture des choses, de les mettre ensemble, de les réunir afin justement que les Kémites de partout dans le monde puissent se réveiller une bonne fois pour toutes et se battre pour l'indépendance, l'équité et tout ce qui pourrait en résulter de positif. Ce qui est paradoxal, c'est que regarde tout ce qui se passe, que ce soit Mali, Burkina Faso et même la Centrafrique, je peux dire quelque part, et c'est des jeunesses conscientes, de plus en plus conscientes, qui ont compris que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père ont commis une erreur, je dirais, fondamentale, qui a été le rejet de leur civilisation. Parce que c'était de ça qu'il s'agit. On nous a poussé évidemment à rejeter tout ce qui a charpenté, tout ce qui a fait de nous des civilisations puissantes. Nous, on a rejeté tout ça pour embrasser quelque chose qui va à l'encontre de l'homme africain, à l'encontre de nos cosmogonies, de tout ce qu'on est au fond de nous. Parce que tu ne peux pas sortir d'une philosophie Ubuntu qui te dit que je suis parce que tu es. Tu ne peux pas sortir de cette philosophie-là et embrasser une philosophie qui est individualiste. Tu embrasses cette philosophie-là et penser qu'avec tout ça, tu ne vas pas dérailler comme un train, tu ne vas pas te perdre, etc. Tout ça, c'est normal. Et c'est exactement ce qu'il voulait. À savoir, on vient, on nous enlève tout ce qui est à nous, à savoir notamment notre spiritualité. Lorsqu'on enlève à un homme sa spiritualité, tu lui enlèves son âme.
tu le transformes en une espèce de mouton qui peut suivre aveuglément son boucher à l'abattoir. Il va même pas se rendre compte qu'on est en train de l'amener à l'abattoir. Parce que l'homme, une fois vidé de sa spiritualité, mais ça devient une chose, ça devient quelconque. L'homme devient quelconque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris que voilà, une fois qu'ici sont capables de nous faire rejeter qui on est, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent de nous. Donc, je peux dire que je suis fier de cette génération-là. Je suis fier de cette génération de gens éveillés à qui on ne peut plus faire croire certaines théories, certains fantasmes de l'Occident. Parce que c'est un fantasme, en fait. Parce que l'Occidental vit dans une espèce de fantasme de grandeur qu'il n'a jamais vraiment eu. Parce que ce sont des civilisations qui se sont faites sur la violence. Donc, sur l'ignominie, comment une civilisation comme telle peut se prétendre humaine? C'est même pas des humains. L'Africain est encore le dernier humain qu'il y a sur cette terre. Humain avec toute son humanité. Parce que, oui, moi, je prends souvent même l'exemple des révolutions modernes qu'on a eues. On a eu 1776 avec les Américains. On a eu 1789 avec les Français, la Révolution française. La Révolution américaine en 1776. On a eu la Révolution haïtienne en 1803. Mais de toutes ces révolutions, la seule qui a accordé tous les droits à tout le monde, que ce soit les femmes, que ce soit les homosexuels, même les blancs qui vivaient sur notre territoire. Tout le monde avait les mêmes droits. On était égaux en droit. Nous, c'est pas juste sur le papier. Nous, c'est dans les faits. Contrairement à ces sociétés qui sont plus théoriques que pratiques. Parce que quand on te dit liberté, égalité, fraternité, c'est écrit sur tous les frontons des grands édifices en France. Mais demande à un Français, est-ce qu'il est égal à l'autre? Ou est-ce que cette petite clique de gens qui manipulent la population, est-ce qu'il se sent l'égal de ces gens très très riches, de ces familles qui dominent ce pays-là? Mais non, de quelle égalité tu me parles? Quand tu lui parles de fraternité, il va te dire, mais de quelle fraternité que tu me parles? Mais lorsque les nègres qu'on disait sauvages, au lendemain de leur indépendance, après le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accordé les mêmes droits à tout le monde. On est les seuls à avoir. Donc tous ces gens-là, c'est plutôt eux qui doivent venir chez nous, apprendre de nous, de l'Afrique. On doit mettre peut-être des modules, des cours d'humanisation. On doit les humaniser, les Occidentaux. Mais Yeni, si on regarde le pays maintenant, est-ce qu'on peut continuer à avoir ce même discours? Oui, au contraire. Est-ce qu'on peut se le permettre? Oui, exactement. Au contraire, c'est justement à cause de nos péripéties, à cause de tout ce qu'on vit, c'est surtout à ce moment qu'on doit avoir ce discours. Pourquoi? Parce que le désespoir est mère de toutes sortes de vices. Moi, je ne veux pas dans mon pays, malgré tout ce qu'on vit. Je te le dis franchement, il y a des fois où je cache dans mon coin, je pleure, je suis triste. Bien sûr, je suis triste. Mais tu penses que Dessalines n'était pas triste? Tu penses que tout ça, je suis sûr, Dessalines, je suis sûr, à un moment donné, après avoir passé une journée à combattre, je suis sûr, à un moment donné, il rentre chez lui, il doit être dans son coin et dire à sa femme, mais oh, je ne pense pas qu'on va y arriver. Ah non, avec ces gens qui comprennent rien, avec ces gens, on a du mal à les faire comprendre quoi que ce soit, je ne pense pas qu'on va gagner. Évidemment. Mais c'est justement ça que j'aime avec ce pays. Ce pays nous offre des défis. Ce pays nous présente des défis. Il nous offre des opportunités pour prouver, pour montrer notre grandeur. C'est justement ça qui est intéressant. Un Américain, un Français, un Occidental de manière générale, il a quoi comme challenge de nos jours? Il n'a aucun challenge. Il n'a aucun défi en face de lui. Moi, c'est ça justement. C'est parce que c'est toute la difficulté du combat qu'on mène que je trouve excitant. Moi, j'ai ce combat-là chevillé au corps parce que je me dis, mais justement, c'est parce que c'est difficile qu'on va le faire. Parce que ce bout d'île qu'on a, on a prouvé depuis des lustres qu'on est le bout de terre, ce bout d'île, on est ce bout de terre de vaillants, d'hommes vaillants. On est ce bout de terre qui est capable d'inventer, qui est capable d'innover, parce que ce qu'on a fait, c'est une invention. Haïti, c'est une création de nos illustres ancêtres. C'est une innovation. On a innové en Amérique. On a innové dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'on vivait dans un monde où, voilà, c'était que des esclavagistes qu'il y avait. Et nous, on était les seuls. Jusqu'à quasiment 1800, quand le Libéria est devenu indépendant, c'est 1828 ou 48, je ne sais plus. On n'avait pas un seul pays avec lequel on pouvait parler d'égal à égal. On a tendance à l'oublier. On était seuls. Haïti a passé quasiment un siècle tout seul, comme pays noir qui se battait tout seul. C'est parce qu'on raison que Benito Sylvain a essayé, avec l'empereur Ménélique d'Éthiopie,
d'essayer de créer l'Union africaine à l'époque. Parce qu'il y avait le Libéria, il y avait l'Éthiopie. C'est les deux seuls pays, parce que le Libéria, c'était un pays créé par les Américains noirs qui sont rentrés en Afrique, qui sont partis créer le Libéria. Donc il n'y avait que ces trois pays-là. Et Haïti, justement, Benito Sylvain a essayé de créer justement l'Union africaine. Parce que lui, il a dit au président haïtien, mais il faut nous donner des munitions, il faut nous donner les moyens pour aller aider Ménélique II, qui se battait contre l'Italie, justement, dans les années 1896-97, à Adoua notamment. Et c'est là que je dis que quand je vois qu'un dirigeant haïtien n'a pas le sens de l'histoire, moi, ça me désole à un point. Lorsque je vois en 2012, il y a M. Salvador Lamotte qui a formulé une demande. Rigole pas. Hein? Ne fais pas. Qui a formulé une demande d'Haïti auprès de l'Union africaine pour être membre à part entière de l'Union africaine. Je suis sûr que M. Salvador Lamotte ne savait même pas que Benito Sylvain, un éminent haïtien, c'est un bon, c'était à son époque, c'était l'homme noir le plus haï par l'Occident. Parce que lui, il se battait justement contre les colonies, contre les affres que subissaient les Africains dans les colonies. Évidemment, il était détesté, haï, tout ce que tu veux. Je suis sûr que M. Salvador Lamotte ne savait même pas que Benito Sylvain avait un peu créer, je dirais, l'embryon, ce qu'allait devenir l'Union africaine. S'ils savaient ça et s'ils mettaient ça dans la balance, les présidents, les dirigeants africains allaient dire non, mais attendez les gars, on a un pays des Caraïbes qui s'appelle Haïti, c'est quand même Haïti, le pays de Toussaint, de Dessalines, qui était à la base de la création de l'Union africaine. Ah, j'ai vu que tu as enlevé les femmes, mais tu n'as pas cité de femmes là-dedans. Là. Non, les femmes, tu sais. Je n'aime pas les femmes, J'aime bien titiller les hommes haïtiens là-dessus, là. Et tu sais aussi. Je sais. Je sais. Donc, en gros, pour dire que ces gars, il allait se dire, mais attends, donc Haïti doit quémander son acceptation au sein de l'Union africaine lorsque c'est Haïti qui, bien avant, pratiquement plus qu'un siècle avant, a créé cette idée d'unité au sein de l'Afrique. Et voilà que maintenant, quand on nous parle de panafricanisme, personne ne pense à Haïti, alors qu'on est les pionniers. Je fais quand même l'avocat du diable parce que j'ai plusieurs qui ont quand même ramené l'idée qu'Haïti a été l'épicentre jusqu'à un panafricanisme. Parce que je me rappelle un des discours de Kémy Séba, il avait bien mis ça sur la table. Pourquoi je le dis? C'est parce que justement, on le dit tout le temps. Hein, je pense que c'est un excès de langage que nous entretenons. Et ça, c'est de part et d'autre. D'où la raison pour laquelle j'avais décidé d'ouvrir la chaîne pour faire le pont entre le continent et toute la diaspora noire. Parce que j'ai l'impression qu'on se pense qu'on n'a jamais été là l'un pour l'autre. Tu viens de le démontrer. L'idée même de penser à l'Union africaine, le fait qu'il y a eu plusieurs Haïtiens qui se sont rendus sur le continent pour aider et ainsi de suite. Et on a eu aussi de l'aide lorsqu'on en avait besoin. On se rappelle dernièrement le tremblement de terre et tout ça. Donc, on a quand même toujours essayé d'avoir un certain lien ensemble, qui malheureusement, avec les politiques, avec certains imbéciles qu'on met à la tête de nos pays, parce que ça a été ça aussi, c'était une question politique qui a fait en sorte que des autorités africaines ont dit carrément non, on ne veut pas de vous. Parce qu'ils oublient aussi à la base, ce sont des Africains qui se sont mis debout pour se libérer et créer cette nation-là. Donc, il y a eu d'autres une ignorance vraiment marquante et bête, en fait. Non, mais c'est voulu, parce que, en fait, j'ai vécu une expérience au Cameroun. J'arrive au Cameroun, on discute, je suis tombé sur des étudiants, sur des gens, sur des intellectuels et tout ça, on discute, et j'étais surpris de voir que beaucoup ne savaient rien du tout d'Haïti. J'étais choqué. J'ai dit, mais les gars, vous me faites une blague. J'ai dit, ah, non. J'ai dit non, mais je veux bien que le français, le suédois, je sais pas, l'iranien, le népalais ne sachent pas ce qu'est Haïti, pourquoi pas. Mais non, tu peux pas être africain et ne pas savoir ce qu'Haïti représente. Et évidemment, quand je dis c'est voulu, c'est que on vit la même tragédie avec la République dominicaine, parce que justement, ce sont des gens qui ont été formés justement par leurs anciens bourreaux. Donc évidemment, on va pas leur apprendre à aimer ou à découvrir, à savoir ce que c'est l'haïtien ou Haïti, etc. Parce
parce que justement, il fallait mettre Haïti de côté, il fallait absolument faire de ces gens-là des pestiférés, des pauvres, des machins, tout et tout. En tout temps, on a toujours été considérés comme des pestiférés de ce monde. Au lendemain de notre indépendance déjà, la France a obtenu, après avoir fait pression sur la Chambre des représentants aux États-Unis, un embargo à Haïti. Donc, le premier pays d'ailleurs qui a connu ça, hein, le premier. Exactement, on parle de 1806 déjà. Donc c'est pas vieux, c'est pas 20 ans après. Voilà. Voilà. Donc il y a tout ça aussi. Donc du coup, je dirais que c'est quasiment normal qu'on se connaît mal. On se connaît mal avec l'Africain, on se connaît mal, l'Haïtien connaît mal l'Africain. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif haïtien, j'ai l'impression que quand tu parles d'Afrique, c'est très, 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 très loin. Je vais raconter une anecdote. Lorsque l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est rentré au pays, et c'est là, ça c'est symptomatique de la manière dont l'homme haïtien voit l'Afrique. Quand il est rentré d'Afrique du Sud, je crois, il avait obtenu un diplôme ou un doctorat, je ne sais plus. Oui, un doctorat, oui. Voilà, un doctorat, je crois que c'était pour des langues africaines, des langues sud-africaines, etc. Pour ça, quelque chose, voilà. Oui. Notamment le Xhosa, oui, vraiment, le Xhosa. Et puis quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'appelle docteur, comment on l'a appelé en créole, pour l'ioniser. Pour diminuer cette... Voilà. On l'appelait docteur de quelle tribu? C'est une tribu d'Afrique du Sud. On l'a appelé exactement comme ça pour minimiser le truc. Mais imagine le même Aristide, s'il avait été en Suède et qu'il avait obtenu un doctorat en Suède. Tu le sais autant que moi, c'est ce que tout le monde allait dire. On allait dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il est brillant ce type. Il arrive en Suède, il arrive tout de suite, ça y est, c'est le docteur, machin, tout et tout. Tu sais ce que tu viens de dire, c'est la même chose qu'on entretient avec M. Maniga. C'était la même chose. Sorbonne. C'est comme si le gars a vu Dieu, en fait. Moi, quand j'étais petit, et mon père m'a tellement souligné avec ce monsieur, en me disant, Maniga, c'est le plus grand intellectuel du pays, etc. Justement, mais si monsieur Maniga avait été en Afrique, et qu'il avait obtenu un doctorat ou des diplômes en Afrique, on n'allait pas lui accorder la même considération. Et c'est ce drame-là, justement, qu'on vit avec le continent. On connaît mal l'Afrique. Il n'y a pas une volonté de notre part de connaître l'Afrique. Effectivement, nous, on a fait notre part. C'est-à-dire, on a été, après les indépendances, en fait, ce qu'ils appellent les indépendances dans les années 60, on a été tout de suite notamment dans un pays comme le Congo Kinshasa, on a été tout de suite, les médecins, les instituteurs, etc., des professeurs, à aller former l'élite du pays. On a été ces gens-là. Bon, évidemment, c'était un contrat avec une brèche de l'ONU, etc., mais n'empêche qu'eux, ils ont fait le choix d'Haïti pour venir former leur nouvelle élite. Parce que c'était des Belges et des Français qui étaient... Ils ont laissé sans de transfert de connaissances, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Exactement. Et c'est tout ça, en fait, qui est pénalisant dans les rapports qu'on entretient avec l'Afrique. On a ce rapport, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Évidemment, on fait l'effort, nous autres, que ce soit les militants, de manière particulière, on essaye, comme on peut, d'essayer de nous rapprocher du continent, mais c'est vrai que c'est difficile de part et d'autre. Donc, évidemment, on a un travail colossal à faire. Moi, je me demande pourquoi il n'y a jamais eu de vol, je dirais même direct, entre un pays comme le Kenya ou un autre pays africain avec Haïti. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à faire cette débouchée-là. C'est-à-dire qu'on se dise, on arrive à vraiment aller directement, qu'on sort d'Afrique, on atterrit directement en Haïti, ou qu'on sort d'Haïti, qu'on atterrit directement en Afrique, sans besoin de passer par la France ou par d'autres pays, etc. Mais il faut qu'il y ait une compagnie aérienne, il faut qu'il y ait aussi la volonté de la part de nos deux États, et puis une volonté aussi de la part de la population, des élites, etc., des politiques, pour faire en sorte que, voilà, nos deux peuples, je dirais, se connectent. Quoique, on n'aura pas beaucoup de difficultés à nous connecter, parce qu'on est des Africains de l'Amérique. Je dis tout le temps, Haïti, c'est l'Afrique en miniature là-bas, parce qu'on a tout. En Haïti, on a quasiment tout d'Afrique. Ça serait quelque chose de simple, mais il y a ce manque
manque de volonté, je dirais, de la part de nos élites, qu'elles soient politiques ou autres, pour nous connecter avec l'Afrique, parce qu'ils savent que aussi, bon, comme on n'arrive pas à décider de par nous-mêmes. On a aussi le tonton qui est là, le tonton américain. Quand il n'est pas français, il est américain, il est canadien. Donc, évidemment, on ne se décide pas. Donc, on a personne pour décider à notre place. On n'a pas des hommes politiques qui portent vraiment leurs attributs. Donc, évidemment, on se laisse faire. On se laisse faire. Donc, voilà. Alors, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'éléments à prendre en considération, à mettre sur la table pour discuter. J'ai l'impression que notre conversation ne finirait jamais parce qu'il y a autant de choses à analyser et à voir. Mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, on sait que mes amours qui me regardent souvent me disent, Darlene, c'est très intéressant, mais il va falloir couper les séquences d'entretien, c'est long. Mais c'est qu'on essaye de donner le maximum qu'on a. C'est vraiment, comme tu as si bien dit, d'exiger le meilleur de nous et de donner autant d'informations et de discuter sur les choses dans leur profondeur pour qu'on puisse comprendre et bien saisir nos réalités, parce que ces réalités, on le voit, à chaque fois qu'un pays essaie de s'en sortir, il y a des mains à l'intérieur et des mains à l'extérieur qui disent non, on va t'écraser et tu vas rester là où tu es. Mais maintenant, comment tu vois la lutte actuelle des peuples kémites à travers le monde? Comment tu la vois? Comment tu la sens? Quels sont tes pronostics? Je te laisse répondre. Face à ce qui se passe en Afrique, notamment dans un pays comme le Niger, qui s'est débarrassé enfin de la France. Et moi, j'exhorte toujours mes frères africains à faire autant. Et tout de suite, ils ont senti la différence. Un exemple très simple. Ils ont, comment dire, Ils ont découvert. justement, en fait, c'est la France qui exploite ça depuis près de 60 ans. La France payait le gramme 40 centimes. Écoute bien, hein? C'est l'uranium. Voilà. À travers notamment une entreprise comme Areva, c'est pour ça que la France se bat notamment dans cette région, la région du Sahel, pour empêcher justement que ces pays-là soient autodéterminants. C'est-à-dire que ces pays décident vraiment avec qui ils veulent commercer, notamment avec le franc CFA, tout et tout, qui empêche ces pays-là de se développer parce que ce franc-là est amarré à l'euro. Et c'est comme si toi, tu ne sais pas comment conserver ton argent, tu donnes à ta mère et puis ta mère va décider peut-être sur cet argent-là, elle décide qu'elle va te prêter de l'argent. C'est pas qu'elle va te donner. Et puis, tu dois rembourser, etc. Tout et tout. Donc, c'est tout un... C'est vraiment... Avec des intérêts en plus qui font que... En plus. Donc, eux, ils se sont débarrassés de la France. Et j'exhorte les autres pays à faire autant. Il y a le Mali qui a emboîté le pas. Il y a aussi un pays comme le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara, qui se bat aussi pour faire la même chose. Et regarde bien, quand tu prends l'uranium, les mecs achetaient un gramme 40 centimes d'euros. Ça coûte 400 dollars sur le marché. Imagine-toi donc. Maintenant, ils commencent à comprendre. Et les autres pays ont compris aussi. Le Mali a compris pourquoi le Sahel, pourquoi cette région n'est jamais tranquille. Parce que justement, ce sont les Français, ce sont les Occidentaux de manière générale qui créent ces espèces de bandes armées, ces espèces d'instabilité, etc., pour déstabiliser la région, surtout la région du Sahel. Parce que c'est là qu'est concentré un ensemble de richesses, que ce soit l'uranium, que ce soit l'or, pratiquement tous les métaux précieux sont là-bas. Donc, ils savent pourquoi ils déstabilisent ces pays-là. Moi, je suis vraiment très excité. Comme je dis, je suis sûr que cette fois, c'est la bonne. Je suis quasiment certain. Pourquoi? Parce qu'on voit l'arrivée de pas mal de jeunes au pouvoir. Si on prend Ibrahim Traoré, c'est pas ces vieillards qui s'accrochent au pouvoir. Donc, c'est plutôt des gars très jeunes de l'armée qui ont décidé tout simplement de se dire qu'on va changer la donne. On en a marre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que contrairement à nos politiciens là qu'on a chez nous, ces hommes-là, personne ne peut leur faire du chantage. Ils n'ont pas, leurs femmes ne vivent pas en France, ils n'ont pas leurs femmes qui vivent en Occident, ils n'ont pas de compte à l'étranger, ils n'ont pas des maisons à l'étranger, ils ne se battent pas pour des visas, donc on ne peut pas leur faire du chantage. Et ça, c'est très, très significatif. Je me dis, ces hommes qui sont au pouvoir ne peuvent pas se permettre de faire ce que leurs prédécesseurs
avait fait. En plus, là où ils ont péché, là où ils se sont tirés une balle dans le pied, ils ont créé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est la plus bonne, c'est l'arme la plus efficace qu'on ait entre les mains. C'est l'arme la plus efficace qui soit. Pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas arriver, par exemple, comme ça sur une place publique et dire, voilà, on va rassembler 100 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million de personnes. C'est quasiment impossible. Mais on peut le faire, on peut toucher des millions de personnes avec les réseaux sociaux. Et c'est une arme redoutable. Il y a déjà eu des débuts de révolution, notamment ce qu'on a appelé le printemps arabe. Mais ça a commencé avec les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, notamment dans certains pays, les anciennes républiques soviétiques, c'est la même chose. Ce qui s'est passé au Balkan, c'est la même chose. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux sont très efficaces, moyennant qu'on les utilise à bon escient, qu'on les utilise de manière efficace. Donc voilà, ça c'est une arme redoutable. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très confiant de ce qui se passe en Afrique. Moi, je suis tellement excité. Et quand ça s'est passé l'année dernière, tous ces mouvements qu'il y avait, moi, j'avais qu'une envie, c'est de me retrouver là-bas. C'est de me retrouver là-bas parce que j'aime bien quand ça chauffe. Quand il y a de l'action. Ah oui, ça c'est le côté des salines. J'aime bien quand ça chauffe. Et si en plus c'est pour chasser des Français, alors là, mais la lecture que j'ai sur tout ce qui se passe en Afrique, de manière générale, que ce soit sur le plan idéologique ou politique, je suis vraiment très excité. C'est le mot qui convient. Je suis très excité parce que je sens que enfin on va voir le bout du tunnel. Et l'avantage qu'on a avec ces hommes aussi, c'est que on a affaire à de vrais nationalistes. On a affaire à des hommes qui sont vraiment imbibés de patriotisme. Donc, du coup, ils ne peuvent pas décevoir. C'est impossible. Moi, je vois à travers un Traoré, je vois un Sankara, je vois des hommes comme ça, des hommes intègres, je vois un Kwame Nkrumah, je vois tous ces hommes-là qui ont essayé du mieux qu'ils pouvaient, qui ont essayé de redonner un peu d'humanité à leur peuple. Et ça, rien que pour ça, je les respecte parce qu'ils sont respectables. Pour résumer, je dirais que tu es très optimiste et Oh tu oui. as une lecture très positive de ce qui se passe actuellement sur le Oh oui. continent et que nous espérons finalement qu'Haïti pourrait aussi boiter le pas lorsqu'on aura décidé de notre propre sort. Oui, Est-ce que c'est ça? on ne peut qu'être optimiste par rapport à ce qui se passe en Afrique parce que l'année dernière, j'avais quasiment les larmes aux yeux quand j'ai vu les jeunes au Niger se lever et demander et exiger, je dirais, le départ des troupes françaises de leur territoire. J'ai dit, waouh, enfin, mes frères africains, ils ont compris que eux, ils peuvent pas se permettre de se retrouver en Occident avec des armes, en train de se balader comme s'ils étaient dans leur pays. Alors pourquoi accepteraient-ils que des gens qui viennent d'ailleurs avec des armes, qui viennent faire la loi dans leur pays? Donc là, je me dis, ah, ça y est, on est sur la voie de l'autodétermination et c'est tout à leur honneur. Et moi, évidemment, je ne peux qu'être de tout cœur avec eux et les accompagner et leur dire ma fierté et tout ça pour qu'on s'en débarrasse vraiment des tentacules de cette espèce de pieuvre qu'est le capitalisme, évidemment, le néocolonialisme. L'impérialisme. Exactement. Donc, pour qu'on puisse s'en débarrasser. Mais en ce qui a trait à Haïti, je pense que on est sur la bonne voie. On est vraiment sur la bonne voie parce que on a de plus en plus de gens éveillés, on a de plus en plus de jeunes qui sont conscients et qui prennent conscience au jour le jour. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent pratiquement tous les jours pour me demander ah ouais, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ah moi je pense ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. C'est que des propositions. Je veux pas, effectivement, comme je le disais avant, je veux pas que les gens se laissent bouffer par le désespoir, parce que le désespoir va nous apporter tout ce qu'il y a de plus hideux dans nos sociétés. Donc, je veux pas ça. Je veux vraiment qu'on prenne conscience, qu'on se dise, voilà, on doit se battre. Et je veux pas dire comme les chrétiens, là, comme ils disent souvent, que quand on te donne autant de défis, c'est que tu es en mesure de les affronter.
Et moi, je suis ce genre d'homme, je suis persuadé, on est des milliers à penser comme ça, je suis persuadé, comme j'ai ce combat cheville au corps, je suis persuadé que effectivement, il faut garder espoir. On est l'espoir. Et pas seulement le dire, mais on est l'espoir de ce pays. On est le seul à pouvoir faire quoi que ce soit pour ce pays, comme on a toujours été les seuls à faire quelque chose de grandiose pour ce pays. C'est les Haïtiens qui ont toujours fait ce qu'il y a de bon pour ce pays, depuis 1791 jusqu'à nos jours. On n'est pas seulement source de malheur, etc. C'est quand l'Haïtien tend l'oreille à une voix étrangère, c'est là qu'il n'est plus lui-même. Mais on a même vu le dernier grand exemple, on peut parler de Estimé, par exemple. Donc voilà, c'était pas si longtemps. Hein. Voilà, on est capable, j'en suis persuadé. Donc, et on va le faire, on va relever ce défi. Voilà, on va essayer de clore parce que on a dépassé l'heure là. Alors, Yeni Jalamoun, tes mots de sagesse. À mes frères et sœurs haïtiens, on est l'espoir de ce pays. L'haïtien est l'espoir d'Haïti. Et j'ajouterais que on est les seuls espoirs de ce pays. Donc toi, en tant qu'Haïtien, mon cher compatriote ou ma chère compatriote, tu es, toi, le seul espoir de ce pays. En disant ça, c'est une manière de te dire, toi qui m'écoutes, que ce pays t'appartient. Ce pays n'appartient pas à cette petite clique de gens venus de l'extérieur, venus d'ailleurs, qui se sont accaparés de ce pays. Ce pays n'appartient pas à nos politiciens non plus. Ce pays n'appartient pas aux différentes chancelleries ou ambassades qui occupent nos territoires, qui sont sur nos territoires, qui se disent amis. Sache que ce sont les mêmes qui te traitent de pauvre. Moi, je n'ai jamais vu des riches se battre pour être l'ami d'un pauvre. Ça n'existe pas. Et crois-moi, même au sein de ta famille, si tu es le plus pauvre de ta famille, là je parle en termes d'argent, hein, en termes de finances, sache que si tu es le plus pauvre de ta famille, tu verras même les membres de ta famille ne vont pas se battre pour être ton ami. Alors pose-toi la bonne question. Pourquoi dit-on qu'Haïti c'est un pays pauvre? Il nous affirme de ce titre-là, à savoir Haïti c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, etc. Mais pose-toi la bonne question. Si on est si pauvre, comme il le dit, pourquoi se battent-ils pour être nos amis? Comme ils disent, nos amis. Pourquoi ils se battent autant pour être nos amis? Hein? Pourquoi les riches se battent pour être l'ami, pour être les amis d'un pays ou de pauvres? Pourquoi se battent-ils autant si on est si pauvre? Je sais qu'on est un peuple excessivement intelligent parce que tout ce qu'on a enduré dans ce pays, si on est encore debout, c'est qu'on est très fort. Qu'on vit dans ce pays, effectivement, c'est pas tout à fait normal. Je dirais même, c'est quasiment une ignominie pour un pays comme nous. On ne devait pas exister. Ces gens ont tout fait pour qu'on n'existe pas. Mais l'âme haïtienne, l'haïtien, il est plus solide que ce qu'il pense. Et on va relever tous ensemble ce défi parce qu'on en est capable. On est capable. On est ce pays qui a battu tous ces gens, tous ces esclavagistes. On leur a mis la raclée de leur vie. On est capable de refaire la même chose. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de toutes nos forces, on a besoin de se mettre ensemble, on a besoin d'être plus intelligent qu'on l'était déjà et on a besoin d'avoir ce combat, cette bataille chevillée au corps pour qu'on sorte notre pays qu'on aime tant de cette tragédie humaine qu'on vit depuis quelques décennies, je dirais, ou depuis quasiment 2 siècles. Et on va y arriver, mais je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Et toi non plus. Donc, mais toi, si tu te mets avec les bonnes personnes, et de grâce, essayons d'être un peu intelligents. Essayons de gommer un peu cette espèce d'émotion qui nous paralyse un peu notre bon sens, qui nous paralyse un peu notre capacité de discernement. Nous en sommes capables aussi. Essayons de nous battre parce que l'ennemi est beaucoup plus futé que ce que vous pouvez penser. L'ennemi est très intelligent et on connaît aussi sa capacité de nuisance. Donc, c'est à nous d'être très, très, très intelligents. Je compte sur vous et je sais qu'on est capable. On est haïtiens avant tout. Merci. Aïe, Bobo. Alors, mes chers amours, mes chers amis supporters, j'étais très heureuse de passer ce temps-là avec Yeni Jalamoun et j'espère que ça a été, ce fut autant pour vous et que vous avez vraiment apprécié cette vidéo ou cet échange-là. En fait, vous avez plein de droits de prendre cette vidéo, de les découper, de faire passer le message le plus loin possible parce qu'on a besoin de ce réveil-là, on a besoin
de retourner vers nous-mêmes, vers nos sources et nos capacités pour se mettre debout, car on vit un moment qui est assez critique et on doit se remettre debout pour vivre pleinement dans la dignité, dans l'équité et dans une souveraineté totale. Alors, sur ce, je vous dis comme d'hab, Kevin Jam Palagé, un pile d'amour, je vous fais des gros bisous et des câlins et à très bientôt. Merci, merci.